fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se... Je sais que nombre d'entre vous, qui écoutez cet enregistrement, voudraient vivre au moins une fois dans leur vie ce qu'on appelle une purge. À cause de ce film. Mais j'espère que vous n'êtes pas sérieux. Il faut vraiment être malade pour vouloir un truc pareil. Vous croyez quoi? Que vous allez vous en tirer? Que vous et vos proches n'allez rien subir et que vous allez pouvoir exécuter de sang-froid ce que vous considérez comme indigne de vivre? Que vous allez pouvoir jouer à Dieu pendant une nuit et que vous pourrez décider de qui vivra et qui mourra? Faut vraiment que vous arrêtez de regarder ce genre de film. Il faut monter à la tête. Une purge, c'est la chose la plus horrible qui puisse exister. Je sais que certains se disent encore que je peux dire ce que je veux, que vous ne changeriez pas d'avis. Mais imaginez-vous un peu, pendant que vous serez occupé à tuer les gens de votre liste noire. Peut-être que quelqu'un entrera chez vous et s'approchera de votre femme, de votre fille ou de votre mère. Malgré les supplications de ceux-ci, elles subiront des choses atroces. Des viols, des tortures, une mort brutale. Alors qu'elles n'ont rien demandé à personne. Vous devez vous dire, mais il se prend pour qui à nous faire les leçons de morale? Je me prends pour quelqu'un qui a survécu à une purge. La première purge de France. Celle qui a servi de test dans le plus grand des secrets. Et seulement dans une petite ville dont je tairai le nom. Ouais. Il y a eu une purge en France en 2019. Et si personne n'en a entendu parler, si tout le monde a gardé le secret, aussi bien à l'annonce qu'à la fin de cette nuit d'horreur, c'est parce qu'on a tous été millionnaires. Et qu'on sait bien que dans ce monde, la seule chose qui peut faire taire les gens, c'est l'argent. J'étais avec ma fiancée, en train de manger, quand des soldats sont venus frapper à la porte. Ils m'ont tendu un papier, et ont attendu devant la porte que je le lise. Je me souviens plus du texte exact, mais ça disait en gros que le 23 mars 2019, très exactement, de 20h à 5h16 précisément, tous les actes criminels, tels que meurtre, torture, viol, seraient autorisés et non punissables, quelles que soient les victimes, et quel que soit leur âge. Il y avait aussi des conseils tels que rester enfermé chez nous et ne pas sortir si on ne voulait pas participer aux festivités, comme ils appellent ça. Et c'était précisément que, comme on avait l'honneur d'être les premiers participants, on allait pouvoir recevoir 3 millions d'euros dès la signature du dit document, et en espèces. Un des soldats m'a tendu une mallette qui contenait en effet plusieurs liasses de billets de 50 euros. Et celui qui m'a tendu le papier m'a tendu un stylo, et j'ai dû signer à la case « J'accepte de participer à la première purge ». J'avais l'impression que je n'avais pas le choix. J'aurais demandé si c'était une blague, mais l'officier m'a seulement répondu de signer. J'ai regardé ma fiancée, qui était venue à mes côtés, et qui paraissait tout aussi étonnée que moi. Je me suis dit que pour quelques millions d'euros, je pouvais bien signer ce papier, et si jamais ce n'était pas une blague, je pourrais rester enfermé chez moi à double tour, et ne pas sortir de la nuit. De toute façon, je ne sortais jamais la nuit, donc ça n'allait pas changer grand-chose. Donc j'ai pris le stylo, et j'ai signé. Ma fiancée a fait pareil. Elle aussi avait eu droit à 3 millions d'euros. Ça doit être pour cette raison qu'ils avaient choisi une petite ville. Ainsi, pas énormément d'argent à donner. Dès qu'on a signé les documents, les officiers nous ont souhaité une bonne journée et sont partis en nous précisant bien sûr que si on parlait à quiconque en dehors de la ville ou sur les réseaux, l'argent serait repris. On n'en revenait pas. On a posé les mallettes sur la table. 6 millions d'euros. Pour tout vous dire, on a éclaté de joie. On avait tellement de projets, tellement de rêves de voyage. Cet argent tombé du ciel était plus que bienvenu. J'étais au chômage depuis quelques mois, et ma fiancée, encore étudiante, ne gagnait pas d'argent. On a entendu d'autres cris de joie chez les voisins, et ma fiancée et moi, on s'est regardés, et on a éclaté de rire. C'était un moment inoubliable. On s'est serré très fort dans les bras. À ce moment, on ne s'est pas rendu compte de la chose épouvantable qu'on venait de signer. Ou plutôt si, mais on s'en fichait. Cela devait avoir lieu la semaine d'après. On a cherché une cachette pour mettre ces 2 mallettes pleines de billets, mais à part sous le lit, on n'en a pas trouvé. On les a donc placés dessous, et on se disait que de toute façon, personne ne viendrait les chercher étant donné que normalement, tous les habitants
en avait reçu au moins une. Puis on est sorti. On voulait aller chez nos parents, leur raconter cette chose incroyable qu'on venait de vivre. Dehors, il y avait plein de gens qui sautaient de joie, d'autres qui étaient terrifiés et amenés par les soldats, la tête en sang. On a commencé à se dire que ce qu'on venait de signer était vraiment sérieux, quand on a vu un homme, que toute la ville savait extrêmement riche, qui criait sur les soldats, leur disant qu'ils étaient cinglés. L'un d'eux a pris son fusil et lui en a donné un coup de crosse sur le crâne. L'homme s'est effondré à la tête en sang, puis les soldats l'ont traîné jusqu'à leur camion, garé devant sa maison. Sa femme, qui hurlait et les suppliait de le laisser, a été saisie par 2 autres soldats et traînée de force elle aussi, dans le camion. Beaucoup de personnes ont assisté à cette scène, et on s'est tous regardés. On savait maintenant que la nuit du 23 mars allait être une nuit épouvantable, car c'était du sérieux. Lydia, ma fiancée, m'a regardé, et je pouvais voir de la peur dans ses yeux. Elle s'est approchée de mon oreille et m'a dit « On n'a qu'à partir, on a plein d'argent. On part maintenant et on s'installe ailleurs tout de suite. » J'ai trouvé l'idée plutôt bonne, et je lui ai dit de rentrer et qu'on allait faire nos valises. Et c'est ce qu'on a fait. 10 minutes après, nos affaires étaient prêtes et installées dans le coffre de la voiture avec les mallettes d'argent. Apparemment, on n'était pas les seuls. Alors qu'on conduisait vers la sortie de la ville, suivi par plein d'autres voisins, on a remarqué que la ville était encerclée par l'armée. On ne pouvait ni sortir, ni entrer dans la ville. On était enfermés. Lydia a commencé à paniquer, se disait que c'était impossible, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais je lui ai rappelé ce qu'on venait de signer, et elle s'est mise à pleurer, et a sorti son téléphone portable. Je me suis garé sur le bas-côté, prêt à faire demi-tour. Regardant les habitants, j'essaie de convaincre les soldats de les laisser sortir. Lydia s'est mise à pleurer, son téléphone à l'oreille. Je lui ai demandé ce qu'il y avait, et elle m'a dit qu'ils avaient coupé les liaisons. On n'avait plus le téléphone, ni internet. J'étais abasourdi. J'ai sorti mon téléphone, ça ne pouvait pas être vrai. Comment aurait-il fait? Mais elle avait raison. Aucune connexion à internet n'était possible, et mes appels étaient bloqués. Alors que j'étais sous le choc, on a entendu un coup de feu. Devant nous, un homme de 30 d'années venait de se faire abattre par le soldat, parce qu'il essayait de forcer le barrage. Tout le monde a hurlé, et se sont mis à courir dans tous les sens. Mais les soldats ont tiré en l'air, et une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs de la ville. La voix nous disait de nous calmer, de rentrer chez nous, que la ville était confinée jusqu'à la fin des festivités le 24 mars à 5h16. Qu'aucun contact vers l'extérieur de la ville n'était possible. Ils ont précisé que les commerces seront approvisionnés par l'armée, que les banques seront gérées par l'armée, et que les enfants et les personnes travaillant ou allant à l'école et à l'extérieur de la ville ne seront pas sanctionnés pour leurs absences, qu'ils avaient déjà contacté les écoles et le travail de chaque personne concernée, et que les soins seront effectués par les médecins de l'armée. Ils avaient tout prévu. C'était incroyable. Et personne ne s'en était rendu compte. Ou alors, ils avaient tous été payés comme nous, pour leur silence. Les gens ne disaient plus rien. Ils étaient tous abasourdis, comme Lydia et moi. J'ai passé le reste de la semaine enfermé chez moi. Avec Lydia, on ne se parlait presque pas. On s'est enfermé et on s'est fait le plus discret possible. Puis est venu ce fameux jour du 23 mars. Toute cette journée a été incroyablement calme. D'habitude, on entendait des voitures, des gens parler. Là, rien du tout. Lydia ne faisait que pleurer. Elle disait qu'elle allait mourir, qu'elle en était certaine. J'étais à ses côtés, à essayer de la rassurer le plus possible, lui disant qu'elle ne risquait rien avec moi, que je ferais tout pour que personne ne la touche. Elle s'est sentie un peu rassurée, et m'a serré dans ses bras, me disant qu'elle aussi ferait tout pour me protéger. Puis, 20h est venue, et la ville a fait comme dans le film. La sirène d'alarme de la ville a retenti, et une voix dans le haut-parleur a rappelé les règles des festivités. Et ça a coupé, après nous avoir souhaité une bonne chance. 2 minutes après, on a entendu des coups de feu et des gens rire dehors. Chez nos voisins aussi, il y avait des cris, des bruits de vaisselle cassée. C'était impressionnant. Lydia se bouchait les oreilles avec ses mains et pleurait. Je me suis approché d'elle et je l'ai serrée dans mes bras, lui disant que j'avais une idée d'où aller pour être en sécurité. Elle m'a regardé, puis m'a dit de ne pas bouger, qu'on allait se faire tuer si on bougeait d'ici. Je lui ai pris son joli visage entre les mains. Je lui ai déposé un baiser sur le front et je lui ai dit que si des gens nous en voulaient particulièrement, ils savaient où nous trouver. Elle m'a dit que personne nous en voulait, et je lui ai répondu qu'on ne savait jamais vraiment ce que nos proches pensaient réellement de nous, qu'il valait mieux fuir et que je savais où personne ne nous trouverait. Au même moment, quelqu'un a fracassé la porte de chez nos voisins et des cris et des coups de feu ont retenti.
Lydia a changé d'avis en quelques secondes. Elle a pris un couteau pour se protéger. Et moi, j'ai pris une batte de baseball que j'avais achetée spécialement pour cette soirée, au cas où. J'ai ouvert doucement la porte de l'appartement et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Il n'y avait personne dans les couloirs. Les gens d'à côté continuaient de se battre. J'ai dit à Lydia de se dépêcher, de sortir avant qu'on se fasse voir. Elle s'est accrochée à mon bras et j'ai ouvert doucement la porte, puis nous sommes partis dans le parking très discrètement. Il y avait des groupes de gens masqués qui marchaient dans la rue, tenant des torches enflammées. Certains avaient des arcs, d'autres des fusils, d'autres encore des lances que je suppose ils avaient fabriquées eux-mêmes. Ma fiancée m'a serré le bras, personne ne nous avait vus. On est vite monté dans la voiture. J'ai démarré le moteur, et quand les phares sont allumés, ça a éclairé une bande de personnes déguisées en lapins, plein de sang, et très dérangeants. Leurs costumes étaient tous ressortis d'un film d'horreur. Ils tenaient à la main des tronçonneuses. Il y avait 4 lapins, je crois. Étrangement, ils nous ont fait signe de la main, et sont partis ailleurs très doucement. Lydia était toute tremblante, et son jean avait une tache sombre qui s'élargissait sur ses jambes. Elle pleurait de honte. On n'a pas parlé de ça, et j'ai fait semblant de n'avoir rien remarqué. J'ai éteint les phares, et j'ai commencé à rouler doucement, pour essayer de se faire remarquer le moins possible. Sur la route, on voyait des gens se faire massacrer à coups de hache, d'autres se faire exécuter par balle. Mais la scène qui m'a le plus marqué, c'est celle d'une jeune femme tenant un enfant pour ne pas qu'il bouge, pendant qu'un homme lui sciait le ventre. La petite fille hurlait de douleur. Les bourreaux riaient aux éclats. Et le pire de tout, je connaissais ces personnes. C'était un couple et leur fille. Ces monstres étaient en train de tuer, et d'une façon atroce, leur propre enfant. Lydia s'est mise à hurler et a dit qu'on devait faire quelque chose. Je lui ai répondu qu'on ne pouvait rien faire, qu'il était trop tard pour cette petite. Et en effet, le couple avait réussi à couper la petite en deux. Cette vision macabre m'a écœuré, et j'ai appuyé sur l'accélérateur, et je me suis dirigé vers l'endroit où je voulais me rendre. C'était une petite maison abandonnée. J'ai demandé à Lydia si elle était déjà venue dans cet endroit, et elle semblait un peu déboussolée. Elle a secoué la tête pour dire non. Elle m'a demandé si on était obligé de venir dans cet endroit précisément. Je lui ai répondu que c'était la meilleure cachette possible. Malgré ses réticences, on s'est garé à côté, puis j'ai coupé le moteur. Ce qui était bien avec cet endroit, c'est que c'était assez éloigné du centre et qu'il n'y avait personne ici. Personne ne penserait à venir dans cette maison à moitié en ruine. On est sorti de la voiture et nous sommes entrés dans la maison. Il y faisait très sombre, on ne voyait absolument rien à l'intérieur. Lydia était toute tremblante et s'accrochait à mon bras. À l'intérieur, il y avait une odeur désagréable, un peu comme les animaux morts. J'ai dit à Lydia que ce n'était pas grave, que je préférais sentir ça plutôt que d'être tué, et qu'au moins, personne ne la touchera. On s'est assis sur le sol. On ne voyait absolument rien du tout autour de nous. Dehors, on entendait des coups de feu au loin, mais rien qui pourrait nous inquiéter ici. Alors que Lydia s'est un peu détendue, je me suis levé et j'ai activé le flash de mon téléphone. Cela a eu pour effet d'éclairer la pièce, et Lydia a poussé un hurlement. Il y avait un homme pendu, le ventre ouvert, et ses organes par terre, en plein milieu de la pièce. Son cri s'est figé, et ses yeux se sont écarquillés, quand elle a vu qui était l'homme pendu. Puis, elle s'est tournée doucement vers moi. J'ai souri. Je savourais ce moment. L'homme qui était pendu était cet abruti d'étudiant avec lequel elle m'avait trompé, il y a quelques mois de ça. Je ne lui avais pas dit que j'étais au courant. Je l'ai su, parce que je trouvais ses sorties étranges. Elle me disait qu'elle allait à la salle de sport, alors qu'elle n'y allait jamais avant. J'avais décidé de la suivre, et elle était venue dans cette maison abandonnée, avec cet homme. Et je les ai vus faire l'amour, dans cette maison. Alors, j'avais fait des recherches sur lui, et je l'avais retrouvé. Je l'ai attendu à la sortie de ses cours. Je l'ai tabassé, puis je l'ai amené ici pour le pendre. J'allais laisser la faire courir, et sans doute me faire arrêter. Mais cette soirée m'avait permis de faire disparaître mon crime. Lydia faisait des petits pas en arrière, mais je me suis approché d'elle, puis je lui ai donné un coup de batte de baseball dans la tête. Elle est tombée, son nez explosé, tachant de sang le sol, déjà sale. Elle s'est évanouie. J'ai donc pris les bidons d'essence que j'avais préparés pour faire disparaître mon crime. Puis, je l'ai déversé sur Lydia et un peu partout. J'ai sorti une boîte d'allumettes, j'en ai craqué une, et je l'ai lancée sur ma fiancée. Le feu a immédiatement pris. Elle s'est soudainement réveillée et s'était levée en hurlant de douleur. Elle s'agitait et courait dans tous les sens, mettant le feu un peu partout. Moi,
J'étais sorti, mais je regardais la scène depuis la fenêtre cassée. Puis au bout de quelques secondes, elle s'est effondrée. Mais le feu a continué à se propager. Le bâtiment entier était sous les flammes. Je suis monté calmement dans ma voiture, et je suis revenu doucement à mon appartement, croisant toujours des groupes de personnes tuant d'autres gens. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fermé la porte à clé, et me suis assis dans le canapé. Puis je me suis endormi. C'est l'alarme de la ville qui m'a réveillé. L'alarme sonnant la fin de la purge, ou la fin des festivités, comme ils disent ici. Je sais que nombreux d'entre vous, qui écoutez cet enregistrement, voudraient vivre au moins une fois dans leur vie ce qu'on appelle une purge, à cause de ce film. Mais j'espère que vous n'êtes pas sérieux. Il faut vraiment être malade pour vouloir un truc pareil. Je suis contre cette horreur. J'ai perdu ma fiancée ce soir-là. Je regrette ce que j'ai fait. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je vivrai le reste de ma vie avec ces images en tête. Je n'ai pas de leçon de morale à faire parce que j'avais tué un homme avant la purge et que cette soirée m'a permis de ne pas en payer le prix devant la justice. Mais je sais que j'en paierai le prix une fois que je serai mort.